Bonjour Nathalie Loiseau. Bonjour. Vous êtes députée européenne, vous êtes ancienne diplomate et ancienne ministre des Affaires européennes. Vous publiez Si l'Europe n'existait pas, élection européenne, lisez avant de voter. Alors vous racontez dans ce livre un peu votre expérience. Vous dites quand vous arrivez à Bruxelles, on vous prévient, on vous dit ici c'est la ville du surréalisme. Et vous découvrez une Europe finalement étonnante. J'ai voulu raconter l'Europe vécue de l'intérieur. Je le dis d'entrée de jeu. Tous les jours, il y a des choses qui m'agacent, quand c'est trop long, quand c'est trop lourd, quand c'est trop complexe. Je trouve que ça éloigne les décisions des Européens, des Français. Mais j'ai aussi voulu me poser la question, nous poser la question, avec ces défauts qui sont les nôtres. Nous avons construit l'Union européenne à notre image. Que ferait-on, qu'aurait-on fait sans l'Europe ces 30 dernières années? Oui. Comment s'en serait-on sorti? Et ma conviction, que j'ai essayé aussi de partager, mais aussi d'expliquer, c'est qu'on serait beaucoup plus faible, dans un état beaucoup moins enviable, sans l'Union européenne. Oui, Que ce soit la crise financière, que ce soit le Covid, que ce soit la guerre d'invasion russe en Ukraine, sans une réponse européenne, où en serions-nous? Oui, et pourtant, l'Europe est décriée en permanence sur toutes les questions que vous venez de soulever. Oui. L'Europe est jugée pas à la hauteur, on va dire, et l'Europe est décriée par les populismes qui montent. Alors, il y a en Europe des partis qui sont eurosceptiques. C'est un mot que je ne comprends même pas. Est-ce que vous êtes franco-sceptique ? Vous pouvez être en désaccord avec les décisions d'un gouvernement, ça ne vous rend pas franco-sceptique. Vous voulez des meilleures décisions. On ne peut pas être eurosceptique en étant européen. Nous sommes européens. C'est une réalité culturelle, historique, géographique, aujourd'hui politique. Si on est en désaccord avec certains choix faits par l'Union européenne, on se bat pour une meilleure Europe. Moi, tous les jours, mon travail, c'est de bâtir une Europe au service des Français, pas de déconstruire, pas de détruire l'Europe. Oui. Et honnêtement, quand on regarde les sondages auprès des Français, vous avez les 2/3 des Français aujourd'hui qui disent qu'il y a besoin d'Europe. Ils ne sont pas forcément d'accord avec les décisions qui sont prises, mais ils ont conscience qu'il n'y a pas un des défis qui sont devant nous qu'on peut relever seulement à titre national. Oui, et en même temps, on voit les sondages pour les Européennes, notamment en France, avec le Rassemblement national qui pointe en tête en ce moment. Et donc c'est un message aussi qu'envoient les citoyens à une Europe qui ne leur convient pas, puisque c'est le message de l'extrême droite. Oh, le message de l'extrême droite, c'est une élection nationale. L'Europe ne nous intéresse pas. Je le confirme, on ne les voit jamais à Bruxelles. Ils viennent pendant les plénières à Strasbourg parce qu'il y a des caméras. Mais quand il faut travailler, là, les couloirs du Rassemblement national sont vides. Ils essayent de changer le sujet. Ils ne veulent pas parler de leur bilan européen parce qu'ils n'en ont pas. Ils ne parlent pas de projet européen parce qu'ils n'en ont pas. Ils essayent d'agréger les mécontentements, les agacements, les colères. Il y en a dans notre pays. Et ils essayent de se présenter comme une alternative. Vous avez entendu Jordan Bardella qui dit « Si nous gagnons les élections européennes, il faudra dissoudre l'Assemblée ». Ça n'a rien à voir. Il détourne l'attention sur des vrais enjeux européens sur lesquels ils n'ont rien fait et ils n'ont rien à proposer. Oui, parler évidemment de l'international, c'est d'ailleurs votre spécialité au Parlement européen, l'international. Évidemment, vous le disiez à l'instant, l'Ukraine, la Russie, là-dessus, il y a une vraie divergence avec les partis populistes qui peuvent peut-être demain constituer une sorte de majorité à l'Assemblée européenne. Donc ça va changer les choses vis-à-vis de Poutine, vis-à-vis de l'aide à l'Ukraine. Alors, plus on vote pour les extrêmes, plus on rend service à Vladimir Poutine. Et est-ce que c'est l'intérêt de la France que la Russie gagne en Ukraine? Je ne le crois pas une seconde. Si demain, l'Ukraine gagne, il n'y a plus de guerre et il y a un pays qui se rapproche de l'Union européenne. Si demain, la Russie gagne, il n'y a plus d'Ukraine, il n'y a plus d'ordre européen, il n'y a plus de sécurité en Europe, il n'y a plus d'ordre international. À quoi avons-nous intérêt? À aider l'Ukraine à se défendre. Mais malheureusement, vous avez des partis d'extrême droite dans toute l'Union européenne. Depuis des années, la Russie a investi sur des relais d'influence
dans l'Union européenne. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président russe Dimitri Medvedev qui l'a expliqué encore récemment, de manière très assumée. Pour eux, ces partis leur rendent service. Oui, mais alors quand vous dites, et c'est le titre de ce livre, si l'Europe n'existait pas, au fond pour dire que l'Europe est nécessaire, mais si cette Europe, elle devient la couleur dont on vient de parler à l'instant, des extrêmes, c'est une Europe qui va faire autre chose, c'est une autre Europe qui va arriver là. Alors, les gouvernements des États européens ne vont pas changer au mois de juin. Et nulle part en Europe, l'extrême droite n'est en situation de gouverner. Vous avez même vu qu'aux Pays-Bas, où Geert Wilders, le leader d'extrême droite, était arrivé en tête aux élections, il n'arrive pas à former de coalition, il ne sera pas Premier ministre. Mais si au Parlement européen, l'extrême droite pro-russe progresse, là encore, j'écoute ce qu'elle dit, j'écoute ce que dit Jordan Bardella, il dit « nous pourrons tout bloquer ». Ça veut dire que tout ce que nous avons pu faire depuis 5 ans, réguler les plateformes, nous préparer au changement climatique, lutter contre le Covid, vacciner les Européens, tout ça, l'extrême droite a pour ambition de le bloquer. Oui, mais pourquoi, alors au fond, l'Europe est-elle la cible d'autant de critiques, notamment sur la question économique? Bon, bien sûr, il y a une crise, il y a l'inflation, il y a un certain nombre de choses, le problème de la crise agricole, mais au fond, l'Europe est toujours une sorte de bouc émissaire, c'est ça que vous diriez? C'est un bouc émissaire facile. Quand on n'assume pas des difficultés, quand on n'assume pas ses responsabilités, on se dit, après tout, la faute à l'Europe. Il y a même une émission de télévision qui est excellente par ailleurs, mais qui s'appelle « La faute à l'Europe » pour dénoncer cette espèce de facilité à aller trouver la responsabilité chez quelqu'un d'autre. Si vous parlez à un agriculteur, bien sûr qu'il y a une colère agricole, bien sûr que le revenu des agriculteurs est insuffisant pour une infinité de raisons. Mais si vous lui demandez s'il souhaite maintenir la politique agricole commune, sa réponse immédiate, c'est « oui, nous avons besoin de l'Europe ». Oui. Alors vous citez un chiffre étonnant d'ailleurs, vous dites 32 000 personnes travaillent pour l'Europe. Ouais. Vous citez la mairie de Paris, 51 000 personnes qui travaillent pour la mairie de Paris. C'est-à-dire plus de personnel pour la mairie de Paris que pour la l'Europe. Commission européenne. Et pourtant, pour l'Europe est 450 jugée millions. une machine bureaucratique. Non, mais l'Europe a des défauts. Oui. Il y a des normes qui sont difficiles à mettre en place. Il y a parfois une espèce de frénésie normative contre laquelle il faut lutter. Il y a des sujets sur lesquels il faut absolument que l'Europe se prononce. Je parlais du numérique tout à l'heure. Ne pas laisser les grands acteurs d'Internet, américains et chinois, faire n'importe quoi en Europe, c'était ce que les Européens nous avaient demandé, c'est ce que nous avons fait. On a eu raison de réglementer. L'intelligence artificielle, c'est à la fois une formidable opportunité, mais c'est aussi inquiétant. Nous avons eu raison d'être les premiers. Mais à certains moments, comme disait Georges Pompidou, il faut arrêter d'emmerder les Français, il faut arrêter d'emmerder les Européens à essayer de réglementer sur des choses qui sont beaucoup mieux traitées au niveau local, régional, ou nationale. L'Europe n'a pas à se mêler de tout, elle a à se mêler de tout ce qui dépasse les frontières. Il y a beaucoup de choses qui dépassent les frontières, mais pas tout. Mais c'est vrai que ça, on l'entend depuis longtemps et les citoyens ont parfois l'impression que ça ne bouge pas. Ah, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Par exemple, la défense. Je travaille sur la défense européenne au Parlement européen. Quand je suis arrivée en 2019, c'était un non-sujet. D'ailleurs, tout le monde m'a demandé « Pourquoi est-ce que tu veux présider cette commission? On ne s'en occupe jamais ». Vous l'avez dit, j'ai été diplomate, j'avais le sentiment que le monde n'allait pas bien et que l'Europe avait besoin de prendre son destin en main, de ne pas laisser d'autres décider de son destin à sa place. Aujourd'hui, la défense européenne devient une réalité. Les choses bougent. Sur les questions migratoires, on se souvient, 2015, tout a explosé en Europe parce qu'en fait, il n'y avait plus d'Europe des migrations. Plus personne ne respectait aucun droit européen sur les migrations, avec des conséquences qui ont inquiété tous les Européens. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes en train de mettre un point final à un pacte asile et migration européen qui permet à la fois de mieux accueillir ceux qui méritent le statut de réfugiés et qui doivent être bien accueillis pour pouvoir être bien intégrés, mais aussi de mieux contrôler qui entre sur le territoire européen, parce que c'est à nous de décider qui entre et qui n'entre pas. Oui, vous dites que d'ici 2100, 27 millions d'habitants perdus pour l'Europe, c'est-à-dire qu'au fond, c'est des problèmes de démographie.
Et l'Europe est un continent vieillissant. Il faut penser à attirer des talents et à les garder d'ailleurs. Moi, je ne me remets pas du fait qu'au moment du Covid, les inventeurs des vaccins contre le Covid étaient des Européens, mais qui étaient partis aux États-Unis, au Royaume-Uni. Ça veut dire qu'on avait laissé partir des gens de talent. On doit les convaincre de rester, on doit attirer les gens dont nous avons besoin, mais ne pas subir les passeurs qui décident à notre place qui entre dans l'Union européenne et en plus dans quelles conditions. Oui, mais au fond, ça reste une idée neuve, l'idée européenne. C'est un projet qui est en construction permanente et qui est en correction permanente. Moi, je ne suis pas une eurobéate, je ne suis pas en train de crier l'Europe, comme un cabri. Je dis simplement qu'aujourd'hui, changement climatique, migration, question de criminalité internationale, question numérique, question de la paix ou de la guerre, ça n'est pas seulement au niveau national que nous nous en sortirons. Nous avons besoin d'une coopération européenne plus forte, sage, qui entende les intérêts et les demandes des Européens. Mais regardez ce qui arrive au Royaume-Uni aujourd'hui. Il a quitté l'Union européenne. Les Britanniques s'en mordent les doigts tous les jours. Et moi, je travaille beaucoup avec les autorités et les parlementaires britanniques qui cherchent à retrouver le chemin perdu de l'Europe, sans revenir dans l'Union européenne, mais à retrouver tout ce qu'ils ont perdu à ce moment où ils se retrouvent très isolés, à un moment assez compliqué dans l'histoire de notre continent. Merci beaucoup Nathalie Loiseau. Si l'Europe n'existait pas, publié aux éditions de l'Observatoire, ce livre, vous dites, à lire avant d'aller voter. Merci d'avoir été notre invité. Merci.